ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. La semaine dernière, on a eu un invité cher à nos cœurs. Cette semaine, bon là, toujours, excusez-moi pour l'invité, je ne l'ai pas encore annoncé. Mais d'abord, Ricky Friandise, comment ça va? Honneur quand même à la famille, tu vois, qui reste là. Ricky, c'est comment? Gars, on est là comme chaque semaine, hein. Le quotidien maintenant se ressemble. Entraînement avec mes petits à Versailles, un peu de médias à gauche, à droite. Donc ça va, on est là, on fait avancer le truc. Et moi, je suis content d'avoir Notre... notre invité aujourd'hui. J'ai plein de questions à lui poser. Ouais. Surtout pour l'après-foot, parce que c'est aussi un exemple d'après-carrière. La reconversion, tout ça. Et puis c'est un peu sur ce quoi je vais un peu me lancer. Donc ça va être intéressant. ATL, ATL, c'est comment? ATL, day off, on dépose les enfants au grand soleil. Franchement, le beau climat qui s'arrête jamais, c'est top. On est sur une semaine off parce que trêve internationale. Vous, les internationaux ou ex-internationaux, vous l'avez connu. On a un international qui va pouvoir nous en parler. Moi, je suis pas international, donc j'ai des day off. Je profite de la famille sous le soleil d'Atlanta. Top, top. Tu sais, les day off ici, ils ont une qualité particulière. Mais super content et super flatté d'avoir l'invité que tu vas nous introduire. Toi, à London, ça va? London, ouais, ça va. Franchement, là, ça y est, il commence un peu, le soleil, la canicule, elle commence à se calmer. Un petit peu encore aujourd'hui, mais non, London, ça va. London sous le soleil, c'est extraordinaire. Franchement, London sous le soleil, c'est fou. Ah, profites-en, hein, profites-en, J'allais parce dire que Ça ça, va pas j'allais durer. dire. Ça va pas durer. Ils ont Donc voilà, couvert Wimbledon tellement il fait mauvais à London. je te jure. Mais bon, sans plus attendre, merci à notre invité qui. Bah, comment on va l'annoncer? Attends. ça t'est fort. Tu Ah pourrais ouais, être dans les montages là. Ah, Hein? c'est bon. il a sorti des perks de son. Waouh! Fort. Ah, attention, mais quand même, mesdames et messieurs, il faut donner le respect à monsieur Sidney Govou, a.k.a. la Gove. Il m'a dit la Gove. Non, moi, c'est monsieur Sidney Govou. Franchement, respect. Ah ouais. Sidney, ça va ou quoi? Ça va très bien, salut à tous, très très bien, tranquille. Ah, Allez. merci de nous avoir honoré de ta présence, de nous honorer de ta présence, parce que, tu vois, on est là, BMC, on se dit que on essaie de trouver des personnes qui nous ressemblent dans la tête, sur le terrain, enfin, voilà, on partage certaines choses, et franchement, je vais pas te mentir, hein, merci El Professeur. El Professeur, c'est Q, tu vois, c'est Quentin, on l'appelle El Professeur ici. Parce que tu vois, là, il a une espèce, et sa circonférence au niveau de la tête, il a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations dedans. C'est notre professeur. Et voilà, mais comment ça va? Ça va? T'es où? Tu fais quoi? Comment ça se passe? Ça va très bien. Là, je viens de rentrer sur Lyon, j'étais à Paris pour faire le CFC avec Canal hier. Et ça va, on recommence une nouvelle saison en tant que consultant pour Canal, donc c'est bon, c'est que du bonheur. Que Cool. du, que du bonheur. Mais alors,
Sidney Govou, quand même, c'est 406 matchs avec l'Olympique Lyonnais. 406? Parce que moi, je suis pas bon dans les... C'est ça? Je sais pas, si tu le dis, c'est que je crois pas. Yeah. Et c'est 73 buts. 73 buts, mais après, je sais que mes deux gars, là, ils ont énormément de questions à te poser. Et moi, j'ai des petits points. Tu vois, j'ai fait le bon gars, j'ai écrit quelques petites notes. Parce qu'il y a des points sur lesquels je vais pas t'attaquer. Tu peux. Mais sur lesquels je veux. Non, on discute, tu vois. Mais ouais, Sidney Govou, c'est l'homme d'un seul club pour toi? Dans ta tête? Moi? Ouais. Ouais, bah oui, je peux pas le nier. Quand j'ai fait plus de 12 ans à Lyon, je crois que je suis arrivé en 97 et je suis parti en 2010, donc ça fait 13. Donc forcément, quand tu fais 13 ans dans un club sur 15 ans de carrière, un peu plus, t'es forcément l'homme d'un club. Je serais rattaché à Lyon quoi qu'il en soit. J'ai beau me dire n'importe quoi, les gens quand ils me voient, c'est le Lyonnais. Voilà. Et je suis pas Lyonnais hein, d'origine. C'est ça que j'allais dire. Toi, t'es pas formé à l'académie OL, hein? Non, 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 c'est tout le T'es monde. arrivé en jeune, Ouais, mais tout le monde me pas dit que je suis formé pas à sur. Lyon, mais la vérité, c'est que je suis du Puy-en-Velay et je suis arrivé à Lyon à 18 ans, l'année de mes 18 ans, en juillet. Donc, est-ce qu'on considère que je suis formé à Lyon pour la belle histoire? On va dire que oui. Mais il faut rendre honneur aux gens qui m'ont entraîné depuis que je suis gamin. J'ai fait deux clubs, Brive-Charensac et le Puy-en-Velay, et j'ai eu des bons éducateurs. Ce qui m'a permis d'avoir un certain niveau, d'arriver peut-être tard, mais avec un bon niveau football. Le Puy, c'est un bon club amateur, ça. Ah, je suis né là-bas, mais j'ai fait qu'un an au Puy. Mon vrai club formateur, c'est Brive-Charensac, pour dire, depuis de pouce, D'accord. de débutant jusqu'aux 17 ans. J'ai fait une année de Ok. 17 nationaux au Puy, sinon c'est Brive-Charensac vraiment. Et j'ai eu des très bons éducateurs à chaque fois, donc je dis, c'était du sport amateur. Alors on n'avait pas les infrastructures, on n'avait peut-être pas le suivi, mais des éducateurs voilà, qui étaient à fond derrière nous, qui je me rappelle, qui venaient me chercher chez moi avec sa deux chevaux, qui m'a emmené à l'entraînement, qui m'ont ramené. Toi, des passionnés, des vrais passionnés. Et en fait, c'est bien parce que vous m'avez amené là où je voulais qu'on aille un peu au départ pour commencer, parce que pas de formation on va dire, à la lyonnaise, tu arrives à 18 ans. Moi, ce qui m'interpelle, ce que j'aime, c'est ce cursus scolaire. Parce que j'ai bien lu, parce qu'il fallait que, tu vois, j'en avais entendu parler, mais il fallait que je lise que je vois de mes propres yeux. Oh, avec tes petites lunettes, ça va, t'es un intello. T'es un intello quand même, t'es parti à l'école, vraiment. J'ai vu, quand même, t'es parti loin, tu vois. Et ouais, cette arrivée, entre guillemets, tardive dans le monde professionnel ouais, professionnel, elle est quand même liée quand même, à une certaine, on va dire, élévation scolaire. Moi, je veux que tu me parles comment c'était. C'était. Alors, je suis arrivé tard, mais j'avais eu des propositions plus tôt. Ah, À ok. 15-16 ans, j'avais déjà des propositions d'être sur un club pro. Et j'avais pas envie. J'étais bien chez moi avec mes potes. Et je m'imaginais pas, je savais pas ce que c'était. Donc, tu as aussi la peur. J'avais un âge où, scolairement parlant, j'étais plutôt doué à l'école. Donc, mes parents, le fait de pas aller en club pro, ben, on va dire que ça les arrangeait. Parce que moi, je suis d'une génération où les parents, c'était école, 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 école. Ok, très Aujourd'hui, bien. c'est foot, foot, foot. Mais moi, Ouais. c'était école, 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 école. Donc voilà, j'ai refusé plusieurs fois et j'ai accepté l'année de mes 18 ans parce que je passais mon bac et c'était un tournant, tu vois. Soit j'allais à la fac, d'ailleurs à Clermont, parce que l'académie c'était Clermont, ou soit je tentais l'expérience lyonnaise ou d'autres expériences parce que j'avais au moins 4, 5, 6 clubs qui me voulaient cette année-là. Et dans la vie, il faut faire des choix. Après, il faut les assumer. J'ai fait le choix d'embrayer doucement au départ, sur un an de contrat à Lyon, continuer la fac. Et après, voilà, au bout d'un an, il faut faire un choix définitif. C'était voilà, de continuer dans le foot. Et après, les frères jump, enfin, je veux dire, intervenaient, mais t'as dit, t'as commencé doucement. C'était ton choix de commencer doucement? T'étais Oui. vraiment autant sur la défensive, dans le sens, ou c'était papa et maman qui t'avaient tellement parlé dans ta tête et tu t'es dit, ils avaient transmis une certaine peur. Parce que moi, je te dis, je sais, hein, mon père, c'est un enseignant, tu vois, c'est un enseignant et il fallait voir. Il m'avait rentré, il était tellement rentré dans ma tête et c'était devenu un non négociable, tu vois, qu'il fallait avoir le bac, il fallait faire ceci, sinon ton ballon là, oublie. Vraiment, le football, ça ne donne pas l'argent. Le football, ça ne donne pas la vie. Tu vois, donc, quand toi, tu dis que tu vois, tu as commencé doucement, est-ce que c'était vraiment toi?
parce que c'était Sydney l'authentique, et Sydney, c'est ce qu'il voulait, il savait ce qu'il voulait et c'est ce qu'il voulait pas? Ou vraiment, c'était vraiment avec le recul, papa, maman qui avaient vraiment beaucoup d'influence sur toi? Non, parce que déjà, je suis une famille de footeux. Mon père a joué au foot, mes oncles, tout le monde au bled, je suis un béninois. Mon père est international béninois, c'était un bon joueur qui a failli devenir pro à Lyon, bizarrement, et qui a D'accord. refusé l'année de ses 28 ans, je crois. À l'époque, c'était pas le même système qu'aujourd'hui. Il a refusé parce qu'on lui proposait un job à l'hôpital, à Émile Roux, laborantin, technicien laboratoire, on dit aujourd'hui. Et donc voilà, à l'époque, tu gagnais pas autant d'argent, donc il a préféré la sécurité familiale plutôt que d'aller jouer 1 ou 2 ans à Lyon, c'est pas où il allait. Et moi, c'est un peu le même truc, tu vois, quand on te dit à 18 ans, tu fais un choix. Moi, j'étais programmé pour la fac, j'avais déjà mes potes, on se voyait prendre notre appartement à Clermont, on avait déjà tout imaginé, faire la bringue ensemble, etc. Et t'as ce truc-là qui me tombe dessus au dernier moment. Et quand je fais le choix d'y aller, c'est vrai que c'est pas sur la pointe des pieds, mais c'est parce que je connais pas ce milieu. Alors, je suis un passionné de foot, j'ai toujours joué au foot depuis gamin, tout le temps, mais je m'intéressais pas à ce qui se passait à côté. Donc, je savais pas ce que c'est un centre de formation. Je regardais pas trop les matchs à la télé. Je préférais jouer avec mes potes. Et on te dit, tu vas aller voir des joueurs qui s'entraînent là depuis qu'ils ont 15 ans, tous les jours. Donc, tu as une petite appréhension. Moi, je jouais contre eux déjà au plus, parce que j'étais en moins 17 nationaux. Et on a pris quelques raclés, tu vois, contre Auxerre, contre Lyon, contre Saté. Donc, je te dis, est-ce que j'ai le niveau pour? Donc, tu gardes une petite sécurité, tu continues à la fac. Bah, forcément, tu t'investis. Et les premiers mois étaient très, très, très compliqués. C'est fort, Quand hein. tu passes de 2 entraînements par semaine plus un match, et après tu arrives, tu t'entraînes tous les jours, tu doubles le mardi, le mercredi, tu joues le samedi ou dimanche, et que les mecs qui se connaissent, ils se font des passes, machin. Toi, t'es au milieu, tu comprends rien. J'ai vécu 6 mois, grosse galère. Physiquement, mentalement, c'est dur. Mais justement, comment tu as fait après pour arriver à leur niveau, voire même les dépasser? Parce que après tu as fini par devenir pro, Bah, tu es dans la grande équipe lyonnaise, donc c'est quoi en fait qui a fait que je suis un, bah, que tu as franchi le non, pas? mais je suis un travailleur, donc du coup, les autres étaient meilleurs que moi, ça c'est clair et net, hein. Il y en a plein qui étaient meilleurs que moi. Mais je suis un bosseur, tu vois. Quand je commence quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout, donc j'ai bossé. J'ai bossé dur. Et après, l'aspect le plus compliqué, c'était mental. C'est-à-dire que, bah, à l'époque, je jouais en DH, donc pour moi, c'était super de jouer en DH, parce que le Puy, la équipe 1 était en DH. Donc déjà, je jouais du même niveau. Donc pour moi, c'était top. Tu avais la CFA qui était au-dessus, N2 aujourd'hui, et j'ai failli craquer plusieurs fois, hein, je mens pas. Je me souviens, au mois de décembre, quand tu rentres à Noël, tous tes potes, tu revois tous tes potes, et là, C'est dur de repartir après, quand hein. on te dit de repartir, j'ai séché 2 jours. Je mens pas, j'ai séché 2 jours. J'ai Oh, ça arrive à tout le monde ça, ça nous arrive à nous aussi, J'ai t'inquiète pas. inventé, et j'ai eu Que un mec qui s'appelait Armand Garrido, qui était le coach des 17, qui m'a fait venir en fait à Lyon entre guillemets, celui qui m'avait repéré. Et il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer, tu auras un déclic à un moment donné. Je suis revenu et j'ai eu le déclic dans le mois qui a suivi, au mois de janvier. Je pourrais même pas expliquer pourquoi, comment. J'ai commencé à comprendre le foot, enfin leur football surtout, parce que c'était très très lyonnais. Et ouais, après, il faut digérer physiquement. Il fallait que je digère tous ces entraînements. Il fallait que je digère la prof du football que je connaissais pas, c'est-à-dire que c'était une guerre. Je jouais au poste de certaines personnes et les parents qui venaient chaque semaine, je les entendais. Mais pourquoi ils jouent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Tu vois, ça, quand t'es gamin, t'es tout seul. Mes parents venaient de temps en temps, mais j'ai quand même un grand, grand frère et 2 petites sœurs, donc je pouvais pas tout lâcher pour venir. Et t'entends, ça te touche, mais en même temps, je suis assez dur. Je suis un dur au mal. Donc, tu vois, j'ai fait la tête dure. Et après, un jour, ce qui est marrant, c'est que quand tu deviens bon, tout le monde devient gentil. Et je trouve ça on est tout horrible. le monde d'accord. Je trouve ça horrible parce que j'ai toujours été un mec bien. Mais le fait d'être là, de prendre la place de quelqu'un ou pas, c'est la guerre. Et quand tu deviens bon, ah bah bizarrement, les gens ils te parlent différemment. L'approche est différente. Et après, ça s'enchaîne. On Après, dirait toujours. ah ouais, Moi, après, j'ai avec j'ai un enchaînement hyper rapide. Vas-y, Q. des études supérieures à l'Olympique lyonnais, c'est fort quand même. Tu vois, il y en a, ils vont dans des écoles de commerce à la fac. Toi, tu as choisi l'Olympique lyonnais, c'est fort, ça fait presque romantique. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que cette discussion-là que vous avez, que j'écoute, ben, en fait, en substance, c'est exactement celle qu'on a eue il y a 10 ans, parce que j'ai eu la chance de jouer avec Sydney un Ouais, an c'est à Evian. Et maintenant, les gars, vous connaissez mon appétence, enfin, ma curiosité, surtout pour les anciens. Tu vois, tu sais, moi, je me mets dans un vestiaire, tu sais, je regarde un petit peu et j'aime bien apprendre, tu vois. Et c'est vrai que cette année-là, à Evian, il y avait de ta génération, vous étiez pas mal quand même, mais l'année où tu arrives, il y a Jérôme Leroy qui arrive aussi.
Et tu sais, ces deux Ouais. caractères, avec Christian Poulsen un petit peu différemment, qui n'était pas autant dans le partage, mais ces deux caractères qui m'ont énormément aidé. Pas vraiment, je leur demandais pas d'aide, mais en fait, vous m'avez donné tellement de temps à partager votre vécu que moi, je me rappelle très bien de t'avoir demandé ça, mais c'était tout de suite pour l'amener sur un côté qu'on aime bien. Tu vois, là, tu parles. Là, comme tu le décris, tu t'es adapté super vite, ça t'a pris 6 mois, mais ton adaptabilité, bim, c'est ce qui t'a permis de passer cette étape et relativement rapidement parce que toi, tu dis que tu as galéré tout ça, mais en fait, en un an, tu es passé du puits quasiment au pro à Lyon et la Ligue des Champions. Et c'était un truc qui m'avait moins intrigué à l'époque, je t'avais demandé. Et ça refait sortir un côté de ton caractère que j'ai rencontré direct, c'est l'authenticité. Est-ce que tu penses pas que ce côté, parce que je me rappelle, tu me disais ça et tu me disais aussi surtout, dès que tu avais un week-end off, tu retournais au puits, il fallait que tu ailles te ressourcer, voir tes potes, c'était un truc, c'est des potes que tu n'as jamais lâchés quelque part et c'est un truc où tu y retournes, enfin c'est comment dire, c'est ta cure de joie, tu te ressources en fait là-bas. Et est-ce que c'est cette authenticité et cette fraîcheur quelque part par rapport au, on connaît, hein, nous on parle de sec pour l'INF, mais les Lyonnais, il y a un côté super sectaire aussi. C'est les Lyonnais Vous êtes qui sont trop là, fort. c'est un truc de ouf, ils se ressemblent presque. Tu sais, c'est un délire. Quand Ouais. tu joues Lyon, tu avais 6 mecs qui étaient les mêmes. Tu vois, moi j'ai joué avec Julien Faussurier par exemple. J'ai l'impression qu'ils Ouais, étaient faut aussi. 10 Julien Faussurier dans une équipe. Tu vois, les Lyonnais, pour moi, ça, Grégory Bettiol et tout, bref. Est-ce que Il y avait les 6 Lyonnais, tu avais les 2 rebeux devant, tu avais exactement, toujours et un un black Renoir, latéral sur les côtés, il y avait Ivan Dangar à l'époque, tu te rappelles? Il y avait toujours Ouais, comme ça. Demba Touré, non, il y Ah, avait les Lyonnais, c'était ouais, c'était l'école. Et est-ce que si tu penses qu'à un moment, cette authenticité et cette fraîcheur, ça t'a permis, à partir du moment où tu étais vite adapté, de passer devant tout le monde finalement? Bah, je le dis souvent, j'étais avec des mecs qui étaient là depuis 13 ans, enfin, ils étaient à Lyon depuis qu'ils avaient 13 ans, 15 ans. Leur objectif, c'était de signer pro. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est que les mecs étaient usés, mais surtout Mmh. mentalement. Moi, je découvrais tout. Donc, quand tu arrives, moi, je jouais en DA, j'étais content, tu vois. J'ai dit, putain, j'aurais même au plus, j'aurais jamais joué à ce niveau-là. Donc, j'étais content. J'étais content de découvrir des choses que j'imaginais même pas. Et tu as des jeunes qui sont là depuis un moment, ils sont dans une espèce de cycle répétitif et ils en deviennent aigris. Et ils ont plus dès que ça se passe mal, ça prend des proportions énormes. Alors, je peux le comprendre, parce que c'était leur objectif depuis que tu as 13 ans, tu pars chez tes parents, c'est ton objectif. Donc, à un moment donné, quand tu arrives sur la fin, tu es un peu plus tendu que quand tu en as 16, 17. Mais moi, j'avais pas ça. Moi, je découvrais tout. J'ai avec des grands yeux comme ça, je découvrais le foot, je découvrais comment la muscu, mais j'ai vraiment, quand je te découvrais tout, tout. Pas qu'au plus, je m'entraînais pas, mais là, je suis passé dans un autre système. Je savais pas ce que ça voulait dire, toutes ces conneries de voir les pros, être derrière le grillage. Moi, j'étais heureux. Et par contre, les autres, par exemple, on avait 18 ans, ils jouaient pas en CFA, pour eux, c'était déjà un échec. Mmh. Moi, le jour où on m'appelait en CFA, j'ai cru que j'étais pro. C'était énorme. C'était énorme. Après, c'est pas de la chance. C'est que j'ai ce caractère d'être assez insouciant d'un côté, mais très, très dur quand on me donne ma chance ou à un moment donné. Donc, tu vois, la première année, je fais champion, je finis quand même capitaine de l'équipe de DH, alors que je suis arrivé il y a 6 mois. On est champion de DH et je fais les poules finales avec la CFA et on devient champion de France de CFA. Tu vois, moi, c'était lunaire. Je me souviens, mes potes, ils sont venus me voir, championnat de France de CFA. Je crois qu'on fait demi-finale face à Nantes. On gagne 1 ou 2-0, je marque. On fait finale face à Auxerre, et je marque aussi. Et moi, je dis tout le temps, c'est l'un des plus gros trophées que j'ai soulevé. C'était le premier à Lyon. Mais j'étais comme un fou. C'était Ouais, exceptionnel. tu as vraiment tout gagné à Lyon, en fait. Ouais, De DH jusqu'à la Ligue 1. et à Et CFA Ligue 1, ouais. c'est grave parce que tu vois, on a fait des épisodes, nous, parce que nous, tu vois, nous, on sort d'un cursus très, on va dire, linéaire. Voilà. INF Clairefontaine, on a quitté très très tôt. Et on avait fait un épisode sur est-ce qu'on a été matrixé un peu. Et toi, on a fait aussi un épisode sur les joueurs qui, bah, comme toi, avaient cette fraîcheur. On est arrivé à ça, tu vois. Quand nous, peut-être on arrivait à un moment donné, comme tu dis, à être un peu aigri, etc. Vous arrivez avec une certaine fraîcheur. Et d'un côté, même pour nous, bah, après à l'époque, tu es jeune, tu vois pas trop ça, mais ça te permet de, je pense, de remettre certaines choses en question, etc. Et ça m'amène à un truc. Moi, je veux savoir à peu près parce que, quand même, tu as fait sept fois champion de France. D'accord? Ah, tu as fait 7 fois champion de France. Consécutif.
Consécutif, faut le dire. Consécutif, 7 années, tu vois? C'est pas ah, il y a 7 ans. Je me rappelle, j'étais énervé. Quand on jouait contre vous, des fois, on arrivait à jouer à Metz, je voyais, oh là là, je voyais Chris, je voyais Mamadou Diarra, je voyais toi, je voyais Claudio, et Et cetera. Je surtout, me tu dis: «Mais voyais un coup John franc, il y Carlos, avait Juninho, il te punissait. Et Juninho voilà. et tout ça», je me disais: «Eh, il venait à Metz et on allait là-bas». Il y avait Karim après. Eh, c'était franchement, quelle angoisse! Mais quelle équipe, mais quelle angoisse! Tu sais, c'est comme à l'époque où en Angleterre, on allait enfin encore il y a quelques temps, tu allais à Old Trafford, tu te demandais combien je vais en prendre. Ah ouais, C'était non, mais c'était exactement le même ressenti. Mais toi maintenant, ma question c'est ça, parce que tu vois, dans Ballon Main Corps, nous on est des fans du QI football. QI football, on est, je sais pas, c'est un peu notre fil rouge, les valeurs et le QI football, parce qu'on sort de l'école de l'ENF Clairefontaine. Et c'était, comment on avait dit sur Lyon, c'était quoi c'était quoi Lyon, c'était le Yale ou le Harvard, c'était quoi? Ah non, c'était Ouais. le Haut Yale. C'était Brian Bergogneau, il avait laissé un commentaire. Il avait dit si vous, c'était le Harvard du football, nous à Lyon, c'était le Haut Yale. Tu vois, il est bon, Brian. lui, Il était toujours, bon, il il était s'arrête bon. jamais. Et donc, je veux savoir, maintenant, toi, où est-ce que tu te situes, et ça, moi, je fais bien la différence entre la carrière, ce qu'on a pu atteindre, ce qu'on a pu faire, au niveau QI football. Est-ce que pour toi, c'est quoi la définition du QI football? D'accord? Comment, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu, comment tu l'as, si tu l'as eu, comment tu l'as acquis? Tu vois, j'aimerais bien savoir quelle est parce que comme tu es arrivé après et tu as eu cette fraîcheur, comment ça se représente pour toi aujourd'hui et avant et dans le passé le QI football? Et moi, pour compléter Non. la question, excuse Sid, 2 secondes, c'est combien ça s'est joué à la qualité qui se superposait sur le terrain et combien c'était dans le petit détail en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, vous avez presque rendu la chose facile. On avait l'impression que c'était juste, c'est une machine qui était huilée et tu remplaces. Quiconque tu mettais, ça gagnait, ça gagnait, ça gagnait. Donc, tu sais, dis-nous à quel point c'était quand même le fruit du travail ou pas, ou si, enfin, tu sais, rentre un tout petit peu dans les détails si ça te dérange pas d'une part exactement la, tu sais, le côté cérébral, le côté, voilà, tout est huilé, tout est bossé au millimètre, et de l'autre, qu'est-ce qui a fait votre force pendant ces 7 années? Bah déjà, moi, pour moi, le QI football, bah, c'est forcément l'intelligence du foot. C'est comment tu perçois le foot selon ta position, selon et ton approche du foot, en fait. Aujourd'hui, par exemple, on a une approche du foot qui est ultra physique. Les mecs, ils veulent tous aller à la salle, machin. Ils ont vu Ronaldo faire des, je sais pas combien d'abdos par jour, etc. Et je pense qu'ils oublient l'intelligence de jeu. Parce qu'ils pensent que tu vas vite, physiquement, tu cours beaucoup, tu touches beaucoup de ballons. Ça veut dire que tu vas être bon dans un match ou dans ta carrière. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Déjà, il faut analyser. Il faut se poser des questions. Moi, je trouve qu'un joueur qui ne se pose pas de questions, il sera toujours limité. Même si il faut se poser des questions. Alors, il ne faut pas emmerder ton entraîneur tous les temps pour lui demander le pourquoi du comment. Mais il faut se poser des questions. Il faut aussi, des fois, accepter sans s'en poser. C'est ce qui est bizarre. De temps en temps, moi, tous les coachs que j'ai eus, ils m'ont dit ce qu'on aimait bien avec toi, au-delà des capacités physiques que j'avais au-delà de la moyenne largement, c'est qu'en fait, dès qu'on te donnait une consigne, déjà, tu la respectais. Mais ça m'est arrivé de ne pas la respecter. Mais ça m'arrive de pas la respecter parce que une fois que tu es en situation sur un terrain de foot, tu dois être en capacité de te dire ce qu'on m'a dit, c'est bien, mais est-ce que je perçois sur le terrain? La théorie et la pratique. Voilà, ton coach, tous les coachs du monde, ils vont t'expliquer, ils veulent garder le ballon, ils veulent les marquer. En fait, ils vont te dire, on va marquer un but. Moi, ça me fait rire. Les coachs, ils ont tous des principes. Mais quand tu les écoutes, c'est tous les mêmes principes. C'est actuel, c'est avoir la possession, jouer haut, serrer haut, etc. Mais les coachs actuels, ils n'ont rien inventé, hein. Je pense qu'avant, c'est exactement la même chose. Mais c'est comment tu t'adaptes sur le terrain, comment tes joueurs sont en capacité de se dire, aujourd'hui, par exemple, on est dans un bon jour, et ben on va presser très haut. Et nous, on avait une force collective, c'est qu'on arrivait nous-mêmes à s'en rendre compte très rapidement. Il y a des jours où on n'était pas bien, on savait que l'arme forte s'appelait Juninho, et ben, entre guillemets, on serre un peu les fesses, et on se disait, bon, s'il y a un coup franc à la 85e, on va tous prier pour qu'il la mette, il mettait, on était comme ça. Mais parce qu'on n'avait pas la capacité, ce jour-là, par exemple, de faire autre chose. Mais c'est là où on était fort collectivement, c'est que j'ai jamais vraiment identifié le pourquoi du comment. Peut-être qu'ils ont recruté des joueurs intelligents à chaque fois, plus ou moins, compatibles déjà, il faut être compatible.
Mais on avait cette capacité-là sur le terrain. Moi, par exemple, j'étais un leader de terrain assez rapidement. Et des fois, quand il fallait changer des choses, j'attendais pas la mi-temps ou le coach qui crie sur le terrain, enfin, t'entends rien. Ça m'est arrivé de temps en temps de moi-même me repositionner, de repositionner un mec, de dire les gars, on n'a pas les jambes, on va pas les chercher haut, ça sert à rien. On peut pas. Et je pense qu'il faut dégrôler du coach, j'en faisais partie. Et c'est ça être intelligent dans le foot aujourd'hui. C'est que je trouve que les équipes, pour donner un exemple, alors je veux pas, j'aime pas cibler, Lyon est pas bien en ce moment. Et ils voulaient sortir le ballon très bas face à Paris, qui est hors norme, qui fait un pressing de dingue. Et premier ballon, Coco dos au jeu, mauvais contrôle, penalty. Mais quand tu as de la confiance en toi, quand le coach te demande ça, à un moment donné, tu sais que tu peux pas. Change. C'est pas de dire au coach qui dit n'importe quoi. C'est que toi, tu es sur le terrain, le ressenti que tu as sur un terrain, c'est pas le même. Le coach, il regarde, il est extérieur, et à un moment donné, tu dois avoir des joueurs suffisamment intelligents qui vont à l'encontre de ce que tu dis. Alors, pas changer de schéma tactique, etc. Il faut quand même un minimum de respect, même si ça nous est arrivé. Mais il faut des joueurs qui soient capables de le faire. Il faut qu'Anto Lopez, même si on l'a dit, tu ressors sur Coco, c'est un leader, il doit être en capacité de se dire, c'est quoi, aujourd'hui, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va gommer tout ça, je vais allonger, on va se battre un petit peu, on va limiter la casse. Et ça, c'est être intelligent. Et je pense que notre force à Lyon, à un moment donné, c'est ça. C'est qu'on arrivait à chaque fois de n'importe quelle situation compliquée, parce que quand tu joues contre des équipes, elles te posent des problèmes. Le problème, tu veux le résoudre avant d'être sur le terrain, c'est le rôle du coach, mais il y a un moment donné, tu dois le résoudre quand tu es sur le terrain. Et entre ce que le coach a pensé voir et ce que toi tu analyses, c'est pas tout le temps la même chose. Donc, bah, tu dois changer. Les consignes, il faut les respecter, les consignes de base, courir, machin, tout ce que tu veux. Mais il y a des moments donnés, tu dois aussi te dire, voilà, allez les mecs, on arrête de vouloir sortir bas, on arrête de déconner, on va jouer la tête, allez go, tu sautes, là je te mets des grandes transversales, tu vas te battre un peu. Et après, dans le match, quand ça ira un peu mieux, peut-être qu'on pourra développer le jeu qu'on a envie de développer. Mais des fois, tu peux pas. Intelligence de jeu, adaptabilité, pour moi, c'est des extensions QI football. Aujourd'hui, comme tu parles, tu le dis pas, mais enfin, tu l'as dit un peu à demi-mot. Vous étiez super intelligent. Et l'intelligence, aujourd'hui, on parle, c'est pas qu'ils sont. Toi, tu as été à l'école, et franchement, Ça n'a rien à voir. non, mais il y a un moment donné, quand tes coachs, ils te disent, et je le pense vraiment, que c'est bien parce que on te donne une consigne, tu sais Tu la respectes. l'analyser, c'est parce qu'à un moment donné, le cerveau, c'est un muscle. Tu as fait travailler ton cerveau jusqu'à un certain niveau, qui fait que quand on prend on te donne une information, tu as la capacité, c'est un muscle. C'est un muscle, tu as la capacité d'analyse. Après, il y a la théorie, il y a la pratique. Et je pense que c'est aussi une de tes forces. Quand je dis d'avoir été à l'école, c'est pas que demain, tu vas être un, comment dire, t'as pas fait l'ENA. C'est pas une question de ça. C'est juste que je pense que sur le terrain, on parle d'intelligence de jeu. Il y a une capacité à comprendre l'information qu'on te donne et à l'analyser. Et ça, Lyon, quand je vois, on a joué contre vous, on vous a vu jouer. Et quand t'écoute, c'est une masterclass. Je vais pas te mentir. Parce que j'ai vu Ricardo quand il est comme ça, c'est que Ricky, moi, là, on est en train de se faire schooler par quelqu'un qui a gagné 7 fois d'affilée le championnat de France. Bah ouais, moi, ça me rassure d'entendre que tu as vu, c'est vrai qu'ils n'ont rien inventé. Et aujourd'hui, réfléchis. Réfléchis parce que tu vois, un exemple, après, je te passe la main. Quand quand j'étais à Tottenham, il y a Sandro, un joueur brésilien qui joue au milieu de terrain, une balle. Et Harry Redknapp, il n'arrêtait pas de lui. Tu vois, il vient, il ramasse des ballons, il faisait souvent des coups d'éclat, box to box. Et Harry, il faisait que de lui gueuler dessus. Passe la balle à Luca, passe la balle à Luca, passe la balle à Gareth. Et à un moment donné, Sandro, il récupère le ballon. On avait un plan de jeu. Notre plan de jeu était simple. Luka Modric, Gareth Bale, Tom Hiddleston transversal, Aaron Lennon, Gareth Bale, ça va vite, ça centre, ça marque. Et après, Sandro, à un moment donné, il prend le ballon. On est dans une, je sais pas, il prend le ballon, Harry sur le banc, il gueule, il devient fou. Il élimine quelqu'un, il sent le jeu. Et là, en gros, il a dit, hey, fuck coach. Il a senti le jeu, il est parti, il a fait un 1-2, il a feinté avec Luca, Luca lui a rendu le ballon, il a mis une frappe de 35 mecs pleine lucarne, il a dit don't shoot. Et dès qu'il a mis la lucarne, fallait voir. Fallait voir. Après, il a dit, mais ça, c'était. Et Harry, après, dans la presse, il était là, il disait, on a travaillé ça à l'entraînement, tout ça, tu vois. Mais c'était pour montrer que à ce moment-là, la prise de responsabilité, la prise de décision, comme tu le dis, l'analyse du jeu, pour moi, et ça, c'est du QI football aussi. Pour moi, c'est ça, une des définitions du QI football, savoir dire que
je suis le professionnel, je suis sur le terrain. Comme tu as dit, il y a des ressentis qui mentent pas. Oh, quand tu touché la barbe, vas-y. Non, C'est comme, attends, pardon, c'est comme quand tu joues contre un joueur. Ouais, des fois, on te dit il est trop fort et tout, et tu sens les pros. Moi, en plus, tu joues sur le côté, donc tu as toujours du 1 contre 1, le plus possible. C'était mon jeu. Et tu sens que le mec, aujourd'hui, c'est pas son jour. Donc, tu appelles le mec, un de tes coéquipiers, tu me dis, donne-la moi, donne-la moi. Je vais lui mettre la tête à l'envers. Et au bout d'un moment, ça va passer, t'inquiète pas. Mais tu sens, quand tu sens qu'un côté, l'autre, il est plus fort que ton coéquipier, que c'est plus dur, bah ouais, peut-être c'est l'un de tes meilleurs joueurs, mais il tombe sur un mec qui est on fire ce jour-là. On va peut-être changer ce qu'on avait prévu. Mais moi, souvent, quand je me sentais bien, je disais à Johnny, donne-moi le ballon dans les pieds. Donne-moi, je vais me retourner, je vais y aller 10 fois. Après, le mec, tu le fais, il n'en peut plus. Quand tu as l'avantage comme ça, il faut en profiter. C'est ça aussi, c'est ça connaître le football. C'est c'est pas un que le plan de retour. jeu, il est pas bon. C'est qu'à un moment donné, toi aussi, quand tu sens les choses quand tu es sur un terrain, tu sais que le mec, tu sens qu'aujourd'hui, on l'a vu en vidéo, il était exceptionnel. Et là, tu te dis, ben, il a du mal dormir la veille. Il commence à regarder en l'air, à droite, à gauche. Body language. Le body Donne-le. language. Ça, l'intelligence émotionnelle, tu sais, tu t'adaptes à la situation en fait, tu sais, parce qu'il y a ce que tu sais, ce que tu apprends, ce que tu travailles et ce que le moment te dit en fait. Et tu sais, c'est le truc où effectivement, tu es dans un jour où tu vois ton latéral il galère, bon, bah, tu le mets sur les talons, tu le mets sur les talons, tu le mets sur les talons et c'est un truc où peut-être au match retour ou peut-être au match Ah, contre cette même équipe, le gars il sera dans un bon jour et ce qui est valable ce jour-là ne sera pas valable exactement. dans un mois, dans 6 mois. Et c'est un truc où tu vois, de nos jours, et on en parle souvent, tu vois, SID, c'est un truc de ouf. Tu parles d'adaptabilité, de travail, de compréhension, de connexion finalement, parce que c'est se connecter. Tu sais, tu dis c'est Ouais. Juninho, tu dis pas c'est un autre joueur. Il y a des joueurs avec qui tu connectes particulièrement et tu te dis en fonction de la situation, on n'a même pas besoin de se le dire, on va s'adapter, Voilà. on va trouver la bonne solution pour faire mal. Et c'est un truc, on aime trop en parler, tu vois, et c'est que tu viennes nous le valider, franchement, merci. Mais c'est un truc, avec le temps, tu as l'impression que là, moi qui joue encore, là, on arrive à une génération qui est tellement formatée où si le coach et le plan de jeu n'est pas établi et n'est pas celui qui est prévu en match, on galère et on se retourne vers le banc, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est un truc qui est ultra frustrant et ça en arrive même jusqu'au jeu réduit. Là maintenant, tu as des mecs qui attendent qu'on leur explique comment jouer un jeu réduit, tu sais, les 4 contre 4, les 5 contre 5, où c'est, je te dis pas que c'est purement de l'instinct, mais c'est un truc où tu sais, c'est là où tu t'exprimes. Tu vois ce que je veux dire? Chacun dans son registre, chacun dans son domaine. Tu fais ce que tu aimes faire. Sydney, dans les 4 contre 4, 5 contre 5, elle, la protection de balle, c'était un truc de ouf. Ouais. Sydney, c'était un truc de fou, hein. Là, tes protections de balle, c'était incroyable, les gars, pour l'avoir vu. Et pour en revenir à une anecdote qui m'a marqué, dont je vous avais parlé en off, un jour, Sydney, donc moi j'ai 23, 24 ans à l'époque des Viens, je suis gardien remplaçant, enfin tu vois qu'on remette les choses dans le contexte, c'est Sydney qui arrive de Grèce, mais bon, de sa grande carrière, c'est match en Ligue des Champions et tout. On fait un jeu réduit, on se met notre part, tu vois, une super séance. Et à la fin de la séance, j'ai Sydney, que je regardais un peu comme une montagne, qui vient me voir et qui me dit excuse-moi Quentin, aujourd'hui j'ai pas assez défendu. J'ai pris une baffe d'humilité, je dis sérieux? Je dis mais il est sérieux lui? C'est mon grand comme ça, il vient s'excuser de ne pas avoir assez défendu. Et c'est un truc où je me suis dit, c'est pas une légende, l'humilité. Tu vois ce que je veux dire? C'était venu naturellement. Donc toi, Sid, à ce moment-là, toi tu t'en rappelles pas, c'est sûr, mais ça fait, même là, comme tu t'exprimes, on sent que tu sais que c'est quelque chose qui dirait. C'est quoi cette partie, toi? C'est le côté, le mec authentique du puits, c'est le gars qui était là, tu étais déjà dans la transmission et tu te disais, je l'ai vraiment ressenti. Comment ça devenait ce genre de remarque? On fait un sport collectif. Donc forcément, ton aptitude à être bon ou moins bon, ça va agir sur les autres. Et toi, tu es gardien, donc tu as un jeu réduit. Si moi je fais pas le boulot, tu prends que des frappes. Je sais ce que c'est d'être gardien à un moment donné, genre, parce que je suis pote avec des gardiens. Les mecs, ils pètent des plombs. Et donc forcément, à la fin de l'entraînement, si j'ai pas fait le taf, tu as pris plein de fichettes comme ça. En plus, on a perdu. Moi, quand on perd, ça m'énerve. Pas longtemps, mais ça m'énerve sur l'instant. Et après, c'est normal. J'ai dit, ouais, ouais, j'ai senti que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Désolé. Après, on s'arrête là. Après, moi, tu sais, je switch très vite. La fois d'après, bah, c'est fini. Je le dis, je le fais, je l'intègre. Et j'avais même pas de raison pourquoi j'ai mal défendu. Peut-être que je n'étais pas en forme, peut-être que j'avais pas fait les efforts. Mais au moins, tu t'excuses auprès du mec qui subit le plus sur le jeu réduit. Ça reste le gardien. Donc, Mais bah, tu dans dis mon pardon. souvenir, on n'avait pas nécessairement perdu, on n'avait pas.
Mais c'était un truc où, Ouais, mais waouh, c'est l'exigence. Je suis exigeant avec moi-même. Moi, j'ai envie j'aime bosser, j'aime travailler, j'aime me faire mal. Et quand j'ai l'impression de ne pas avoir tout donné, bah ouais, bah, tu dis putain, fais chier. En fait, je m'en veux surtout à moi-même. Je cherche pas d'excuses à droite, à gauche, non. en Je la m'en veux à moi-même. responsabilité. Tu vois, et ouais, et quand j'écoute ça, et depuis tout à l'heure, je t'écoute franchement attentivement, attentivement. Mais t'as parlé, et j'aime bien quand je t'écoute, il y a toujours ce côté frais. Que tu repars, on parle du puits, tu repars là-bas. Là, Quentin, il raconte une histoire où tu viens, tu t'excuses. Ce que tu as vu, et là, tu es à la télé, tu vois cette nouvelle génération, tu vois comment le football il évolue. Est-ce que tu penses pas vraiment, et j'insiste beaucoup sur ça, que ton côté late bloomer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire celui qui éclot un peu plus tard, te permet, comme tu as dit, de ne pas être un peu cramé mentalement et émotionnellement, et d'avoir un peu plus longtemps, et surtout que tu as gagné pendant 7 ans d'affilée, ça a permis de tamponner cette fibre d'humilité, tu vois, parce que à un moment donné, c'est long une carrière. Quand tu es dans le système depuis 12 ans, tu es formaté d'une certaine manière. Comme tu as dit, on a parlé à un moment donné de certains comportements que nous, les joueurs de foot, on peut avoir. On a des comportements, tu vois, voilà, on est formaté. Je dis souvent que le football nous a éduqués parce qu'on a été, voilà, on a été dedans depuis très 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 longtemps. Mais est-ce que toi, tu penses que cette authenticité t'a permis d'avoir ces comportements-là, même à, tu vois, parce que avec Q, il avait 24 ans, t'étais déjà entre guillemets plus proche de la fin de ta carrière, Enfin, voilà, en fin de carrière, voilà, on va dire ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu avais été peut-être, est-ce que tu penses que si tu avais été éduqué par le football plus tôt comme ça, tu aurais toujours eu ces comportements-là? Ou c'est juste pour t'amener à, tu vois, ce genre ouais, de vision sur le football, tu vois, des joueurs moi, où on est? je peux pas savoir. J'ai pas de certitude. Mmh. Par contre, je sais que le fait d'arriver tard, ça m'a permis d'avoir cette fraîcheur qui a duré pendant un certain temps. Même après, à la fin, j'en avais marre. Mais je l'ai gardé. Mais, et je dis souvent, c'est que mon avis encore une fois, je trouve que déraciner un gamin à 14 ans, c'est trop tôt. J'ai un gamin, il a 14 ans, il joue au foot. Pour moi, c'est trop tôt, tu vois. Il y a quelque chose qui est pas normal. Dans le système, il est pas normal. Je vais pas le remettre en question, ça se passera comme ça, après ce qu'on se dise, même quelqu'un t'en rajoute. Pour moi, c'est pas normal. Il faut trouver une autre façon d'amener les jeunes au haut niveau sans les déraciner trop tôt. Après, tu as le côté économique qui est compliqué. Du coup, tu penses à quoi? Tu penses à les laisser dans leur Je club pense que ça viendra formateur, tout ça? énormément de la formation des éducateurs dans les clubs formateurs qui seront éduqués un peu à la mode professionnelle. Et ça peut, moi, allez, 16 ans, 17 ans peut-être. Avant, pour moi, c'est trop tôt. Parce que déjà, même à 18 ans, t'es pas bien dans ton cerveau. T'es bien quand t'as 30 ans, toi, ton cerveau, donc t'imagines à 15 16 ans, tu pars, t'es dans un espèce de milieu, t'es dans la compétitivité directe. Alors que tu viens d'un club amateur où t'es le meilleur, tu joues, tout se passe bien pour toi les week-ends, t'es sur des titus, et là, tu changes, tu switches sur un truc, ouais, il y a des mecs qui sont meilleurs que toi, il y en a machin, on te demande d'être bon, d'être compétitif, et en plus, on te dit d'aller à l'école, t'as un rythme qui est énorme. Moi, je trouve que ce qui me dérange, c'est que c'est vrai que tu vas vers l'élite, donc tu auras les meilleurs des meilleurs. Mais je trouve que tu laisses trop de monde. Mais tu te laisses trop de monde. Tu laisses C'est trop de exactement ce que joueurs j'allais dire. qui n'ont pas le même mental que celui qui est là et qui, pour moi, il y en a certains qui auraient pu, mais c'était trop tôt. Donc moi, dans mon système à Ouais. moi, je pense que si j'étais parti plus tôt, j'allais pas faire ce que j'ai fait. Parce que j'étais pas fait pour faire ça dès le départ. Quand tu me demandes dans un club pro à 15 ans, j'ai dit non Ouais. parce que je sentais que j'avais pas ça. Après, j'aime le foot, hein. J'adore le foot. Alors ça, c'est un truc, mais je l'avais pas. Donc j'ai pris le risque de rester en club amateur et j'avais des parents aussi, c'était pas leur objectif. Maintenant, les gamins, on appelle ça objectif Mbappé. À Mmh. partir de 5 ans, ils commencent à t'expliquer, tu vois? Donc c'est dur pour le gamin aussi d'intégrer tout ça. Depuis que tu es À petit, 5 ans, tu vois, le en dimanche, il faisait un ouais, contre 1 avec Mais le c'est vrai. coach à 5 6 ans. Et on a fait une intervention Génération 86. Et c'est notre association, tu vois. Et on est là, on a maintenant 37 ans, on va parler à des gamins et on va les prendre sur le terrain. Et à un moment donné, sur le terrain, il y a franchement, c'est un petit jeune, franchement, vraiment un petit jeune. Il vient avec un groupe de 12 enfants, maximum 7 ans. Et je les vois.
il est là, il leur fait une séance et tout. Et on s'est tous regardés. On sait que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais Ouais, c'est horrible. tu t'imagines ce qui... Et ça, moi, ça me choque. Ça me choquera toujours. Peu importe le côté final. Après, là, c'est vrai que Extrême. là, C'est ça. c'est des cas extrêmes. C'est vrai que quand tu vois des petits de 8, 9, 10 ans, Oui, ils ont mais, des coachs mais perso, tout ça, ils font des extras, ils c'est payent pas en plus extrême. des Non, c'est extras. pas extrême, hein. Là, on Extrême, perd c'est dans ce qui se Il le l'extrême. passe. C'est faut, vrai que il y a tout c'est il y a voilà, non, non, maintenant c'est c'est commun. trop, Oui, c'est maintenant c'est trop. commun. Mais là, on tend vers l'extrême. Là, c'est trop parce que là, c'est purement de la passion. Mais après, sur ce que tu as dit avant, Sydney, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vachement très élitiste. Et du coup, on laisse beaucoup de gens sur la route. Enfin, déjà, nous, rien qu'avec La Fontaine, on se rappelle, nous, on avait combien de joueurs étaient super forts, super talentueux, mais du fait de l'entraînement, 14 ans, le fait d'être loin de sa famille, le fait de s'entraîner, d'avoir beaucoup de pression, bah, ça les fait dégoupiller. Enfin, même notre génération, on en connaît plein. Mais après, d'un autre côté, enfin, moi, je prends mon cas personnel. Mais, Moi, je sais que La Fontaine, à 13 ans, moi, c'était un kiff. C'était un kiff, tu vois. Moi, j'ai kiffé m'entraîner, avoir accès à ce genre de choses dès mon plus jeune âge. Mais tu vois, Vas-y, vas-y. Sidney, il a décrit la guerre à 18 ans. Mais Seb, en substance, tu te rappelles, on en parlait dans un 12 ans. épisode précédent. Nous, à 13 ans, 12, en 13 fait, ans. que tu veuilles le La réaliser ou guerre. pas, quand on est rentré à Claire, on n'osait le dire à personne, mais c'était la guerre. Tu vois, c'était un truc où ouais. c'était la guerre. C'était, on est potes, on a partagé des moments incroyables, mais tu réalises très rapidement l'espèce de concurrence, le niveau. Et tu t'es dit, mais là, on est juste dans un pôle d'une région, certes, qui a énormément de talent, mais en fait, il y en a partout en France, partout dans le monde. Et là, tu prends une espèce de grosse claque. Et cette claque, si tu es, tu sais, un peu développé mentalement, si tu as des valeurs et des fondamentaux plus importants que tu avais toi sans doute à 18 ans, nous à 13 ans, c'est vrai que on a des potes de promo qui ont été heurtés, qui veulent rien avoir avec le foot maintenant. Pourquoi? Parce que ça les a limite dégoûtés. Et que le côté passion, il s'est évaporé du jour où ils ont réalisé ça, c'est-à-dire au bout de quoi? Au bout de 24 heures à Claire, Seb, 48 heures. Et tu le disais dans un épisode, tu dis, moi j'ai un fils de 2 ans, il dit, mais s'il veut quitter la maison pour le foot, ça sera pas sans moi, tu vois. Et c'est un truc où C'est jamais we sans can moi. all relate, tu vois. Nous, Mais c'est pareil. On comprend c'est, ce que tu dis par là, gros. en fait, c'est le rôle des redéfinir le rôle des centres de formation ou des pôles que vous avez été. Je pense que forcément, oui, c'est fait pour devenir un joueur de foot, mais je pense il y a un côté éducatif d'homme alors on essaye d'y revenir, mais je trouve qu'on n'y est pas assez. Pour moi, un centre de formation, tu dois éduquer autant un futur pro qu'un futur mec dans la vie. Donc, ça passe Amen, par un amen, amen to that. Amen to that. il faut Franchement, il faudrait insister sur le côté, ben, c'est une part de ta vie où tu vas te faire éduquer, oui, pour faire au foot parce que tu es peut-être meilleur, on a décelé un talent certain chez toi, mais le côté humain, le côté homme, parce que comme on sait, tout le monde ne réussit pas. Donc il faut faire autre chose derrière. Pour éviter l'échec, entre guillemets, footballistique, il faut rebondir sur autre chose. Et je trouve que le côté éducatif, purement éducatif, pas scolaire, moi l'école, c'est un autre débat. Ben, on ne le met pas assez en lumière dans les centres de formation. On fait croire que, mais on se donne pas les moyens. On se donne pas les moyens financiers, les moyens humains de développer à la fois, parce qu'il faut développer un gamin qui va devenir un homme, peut-être un footballeur, mais il va déjà devenir un homme, ça on est quasiment sûr. Les footballeurs, est-ce c'est là où on n'est pas sûr. Donc est-ce que autant essayer de développer l'humain. est-ce que tu penses que, et moi je le dis hein, partout, je le répète, j'ai pas de problème avec ça, c'est l'homme qui fait le footballeur, c'est pas le footballeur qui fait l'homme. Donc c'est pour appuyer ce que tu dis, et pour ceux qui nous écoutent, ils savent très bien là où on se positionne par rapport à ça, parce que pour le coup, pour moi, dans chaque interview en français ou en anglais, j'ai dit que le football, ça forme pas d'homme, malheureusement. Ça forme pas d'homme, mais ça nous amène à un moment donné, c'est laisser passer, c'est voilà, cette éducation footballistique, il est pour moi au côté économique, tout ce que ça comporte, ça nous amène à, tu vois, je pense à voilà, à avoir des dérives qui sont ce qu'elles sont en tant qu'être humain. Tout le monde a ses moments, mais ouais, ça laisse beaucoup d'enfants sur le côté. Et, et je pense que quand tu regardes réellement, on aura plus de temps, si Dieu nous prête vie, hors du football que sur un terrain de football. Quand tu parles de notre carrière, 15 ans, le QQ, ça fait un peu plus. Bah, franchement, je pense que ces 15 années-là ou ces 20 années-là, j'aurais pas envie qu'elles déterminent, tu vois, 25 autres ou 30 autres années de galères psychologiques et de vraiment de traumatismes qui vont être difficiles.
si t'as pas la force de caractère à les régler. Parce que c'est pas tout le monde, même après une carrière comme la nôtre ou la tienne, voilà, pour moi, on est traumatisé d'une certaine manière. On est parano, enfin, il y a des choses qui, Et c'est lourd, quoi. la prochaine maladie de l'après-football, ça sera la dépression. Elle a toujours existé, mais les gens n'en parlaient pas. Mais aujourd'hui, vu que la parole se libère sur plein de sujets, tu vois que tu vas avoir de plus en plus de mecs qui, après le football, qui vont t'expliquer qu'ils sont déprimés, mais ils vont te le dire tout de suite. Donc, pour éviter qu'il y ait de la... Parce qu'à un moment donné, quand la déprime, ça peut emmener à des conneries. Et je pense que il y aura Moi, je pense que cette génération, elle risque de souffrir. Pourtant, elle a gagné beaucoup plus d'argent. Mais je pense que l'après-carrière va être très compliquée pour une grande majorité. Et avant que ça se passe mal, ça serait bien de l'anticiper et d'avoir un discours un peu plus pédagogue sur ces gamins qui veulent emmener à un haut niveau. Parce que sinon, ça va être, moi je le prédis, ça va être n'importe quoi. Avant, tu finis, tu regardes les dépresseurs, ceux qui font une dépression, c'est parce qu'ils ont grossi. Bon, ça va, il a un peu trop mangé. Bon, c'est pas très très grave au final. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et moi, j'ai peur de ça sur la suite. Mais pour rebondir là-dessus, euh, pour On rebondir sur, t'entend, on t'entend, vas-y. pour rebondir sur ce que tu disais, si, de ce qui se passe actuellement, il y a un énorme fossé entre ce que tu obtiens, les titres, l'oseille, la reconnaissance, et ce que tu deviens. Et il y a beaucoup de mecs qui backent le côté ce que tu deviens. Tu sais, genre qui sont drivés par le côté on flatte tellement ton ego en carrière qu'au final, tu crois que tout ce que tu obtiens, c'est parce que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que. Non, c'est parce que tu performes. Et en fait, quand tu t'arrêtes, tout ça se termine. Et après, comment tu te reconstruis à partir de là? Et moi, c'est justement là-dessus, parce que dans un épisode précédent, j'avais parlé de la relation que tu avais avec Brice Jadjedje. T'es arrivé, en fait, et un petit peu de nulle part, c'est comme si tu l'avais pris sous ton aile. Et j'aurais bien aimé que tu nous décrives un tout petit peu déjà ce que tu as vu chez le petit à l'époque. Et de mon point de vue, comme moi je l'ai vécu de l'extérieur, tu lui as apporté énormément. C'est comme si tu le validais auprès du vestiaire et que le petit qui était marrant mais qui se faisait un petit peu chahuter, tu vois, parce il avait 20 ans, tu vois, à l'époque et qu'il avait le caractère qu'il avait, il était marrant et tout. Qu'est-ce que tu as vu chez lui et tu vois, ça vient appuyer un peu ce que tu dis du développement de la personne, à savoir, toi, tu avais 10-15 ans de plus que lui, mais tu es arrivé, tu l'as aidé direct. Donc, c'est pas toi le père de famille qui est maintenant du recul sur sa carrière. Non, déjà à l'époque, tu you practice what you preach, tu vois, tu faisais ce que tu dis maintenant. Donc, amène-nous un Mais petit peu plus ce que parce tu as que vu en Si Brice. on est bilingue, hein, on est déjà, bilingue. mon rôle à Evian, il était bon sur le terrain, bien sûr, mais quand j'y arrive, on me demande beaucoup hors terrain. Avec Pascal, avec machin, on me demande comment ça se passe à Lyon, avec Léo, bon, paix à son âme, etc. Donc plutôt dans l'organisation, parce qu'ils découvraient tous la Ligue 1, donc ils savaient pas trop, ils avaient peur de mal faire, bien faire. Et je tombe sur ce petit bout de bonhomme, Brice, qui est d'une grande naïveté. Et je le vois, mais tellement gentil et naïf que ben voilà, je me suis lié d'amitié avec lui parce qu'il faisait des choses qui, des fois, c'était marrant. Mais j'ai dit, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas. En plus, bon, c'était un bon joueur, il avait des qualités. Et je disais, Brice, non. Donc, c'était long, c'était chiant de tout le temps lui expliquer. Mais voilà, j'ai pris ce rôle-là parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai eu un peu le même rôle avec Eric Thierry, mais moins parce que lui était déjà plus développé dans son approche de la chose. Ouais, Brice, il était brut. Voilà, il était brut. Il faisait ce qu'il avait envie de faire. Et en même temps, il avait ce côté à se dire, il avait envie de réussir. C'était pas un merdier. Il y a des merdiers, bon, si le mec il est merdier, moi qui ai 20 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà, je m'en fous, enfin, pas que je m'en fous, mais si tu veux faire de la merde, fais de la merde. Lui, il avait quand même ce côté-là où il avait envie de réussir. Mais il faisait beaucoup de choses à l'envers. Et donc il a fallu que je remette certaines choses à l'endroit dans sa tête pour qu'il comprenne certaines choses. Il n'a pas toujours tout compris, c'est mon poulet, mais s'il a compris 20% de ce que je lui ai dit, je suis content. Clairement, il a compris. Hein. Un an après, il se retrouve à l'OM. Donc, en tout cas, Oui, c'est ça, mais il a c'était un compris la bon bonne joueur, un chose. bon gamin. Et quand tu es comme ça, toi, c'est bien, bah, je vais dans un plus petit club, donc oui, il y a le football, mais il y a le côté, moi je savais que c'était la fin, dans ma tête, j'en avais un peu marre. Donc j'ai dit, bah, autant que je kiffe le moment, je le serve à quelque chose, tu vois. C'était plus dur sur le terrain, donc voilà, on fait autre chose. C'est la deuxième fois. Ricky, on t'a cité là, mais c'est la deuxième fois où tu dis, je suis obligé de, il n'y aura pas de troisième fois, j'en avais un peu marre.
quand tu arrives sur la fin. Ouais. C'est la deuxième fois que tu le dis, parce que, et je suis obligé de te demander, ouais, ça veut dire quoi? Enfin, comment ça s'est matérialisé? Pourquoi? Et Ils ont été les, tu vois, les points qui ont un fait rythme, que, voilà. j'ai eu un rythme où j'étais pas programmé pour faire ça. J'ai eu un rythme, j'étais international. Comme dit Quentin, là, t'es en day off parce que t'as travaillé international. Ça, je connaissais pas. J'avais une semaine de vacances au mois de décembre, deux au mois de juin, si ça voulait sourire. Et ce rythme-là, au bout d'un moment, c'est usant. Et je dis, avec le recul, par exemple, si j'avais été plus d'expérience, je pense que j'aurais peut-être arrêté un an. Mais sans. Ouais, tu sais, parce qu'il y en a, des fois, ils arrêtent un an, ils reviennent. Après, c'est un milieu qui est tellement compliqué. Est-ce que tu arrêtes un an, tu es capable de revenir? Est-ce qu'on va te Que permettre de revenir? on n'en parle pas trop. Bah, j'espère que cette fois, ça marche cette fois-ci. J'espère que je vais pas me déconnecter. On n'en parle pas trop, mais toi, tu étais très rarement blessé en plus, hein. Sur la fin, un peu Tous les plus. matchs. Parce que Non, mais quand tu as, on va dire, à ton prime, entre guillemets, tu sais, tes années lyonnaises, tout ça, tu jouais tous les matchs, hein. Ouais, j'étais très peu blessé parce que, je sais pas, pourtant, j'étais pas un exemple de vie extérieure, mais, mais tu vois, j'avais mon système à moi, il fonctionnait très bien. Ouais, Après, sur la fin, c'était beaucoup. J'ai plus une usure mentale que physique. ouais, c'est ça. Après, physiquement, bah, je peux pas te dire. Moi, je suis souvent encore proche de mes kinés. Il me dit, t'étais une machine, quoi. Il me dit, des fois, on comprenait pas. Parce que tu Parce sais, que, des fois, quand il y a des mecs, ils se font les croisés, ou toi, ils se pètent, tout ça, et bon, ils sont out 6 mois, 9 mois. Ils prennent aussi le temps de recharger les batteries mentales, je dis, je pense. Et après, ils reviennent, ils sont frais, en fait. Et toi, en fait, je pense que le fait d'avoir enchaîné sur 10 15 ans de la sorte, je pense que forcément, à la fin, tu arrives à un moment où ouais, voilà, mais il y a parce un que truc, non? de même, je suis pas fait, j'étais pas fait pour faire ça. Même si je l'ai fait, je l'ai plutôt bien fait, je suis assez fier. J'étais pas programmé. Et quand t'es pas programmé, à un moment donné, bah, tu te lasses. C'est Ouais. pour ça que je te dis, si j'avais pu arrêter un an ou 6 mois, mais vraiment arrêter, pas sur blessure, hein. Je C'est vrai décide que j'allais dire, d'arrêter. pas Et six blessure. mois après, Ouais, ça m'aurait peut-être lavé l'esprit et je serais revenu différemment. C'est vrai que personne l'a fait ça dans le football, hein. Mais je trouve Même que un c'est mec c'est qui a dit: dommage. «J'arrête un an et je reviens», les frères, et ça c'est vraiment, et ça je le vois aujourd'hui, c'est anti-système. Mais c'est bien, Oui, pour moi, c'est mais anti-système, mais il en faudrait. Parce qu'au final, comment on peut créer des normes si on n'en fait pas une nouvelle fois? Tu t'imagines quelqu'un qui se lève, qui dit, tu sais quoi, je prends une année sabbatique du football, et t'es pas payé, hein. ah ouais, non, mais à moitié, je sais pas, tu trouves un deal avec ton club, tu vois? Comment non, ça? Bah non, t'arrêtes, t'es pas payé tu fais pour pour une autre année chose, tu fais sabbatique. autre D'accord, chose. Et tu après, le retour, il est compliqué parce que qui va te faire confiance? Tu sais, parce que quand tu arrêtes un an, après, c'est toi aussi, tu arrêtes. Pas l'activité physique. Tu peux t'entretenir de multiples façons. Maintenant, ouais. si tu arrêtes et que tu fais des barbecues tous les jours, bon, bah, l'année prochaine, ça, ce qui va te prendre, c'est plus compliqué. FC barbecue là. Non, c'est ça. Mais arrêter, ça veut dire. Moi, c'était mental. C'était pas une usure physique, c'était mental. Il fallait que je déconnecte de ce milieu-là. Après, je suis resté dedans. Après, je me suis blessé, reblessé. Après, voilà. Mais ce que J'arrête parce j'allais que dire, c'est, même j'aurais pu revenir. t'as pas arrêté parce que si je me trompe pas, t'as joué en amateur après. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, t'as mais après, c'était un autre une combat. usure mentale du foot professionnel, mais pas du foot. Ouais, mais après, c'est un autre combat. Quand je rejoue en amateur, quand je me fais le tendon rotulien, c'est que je suis passé proche de l'amputation. J'ai eu des grosses, grosses complications. Et après, en fait, je m'étais fait un objectif dans ma tête, c'était de rejouer au foot. Peu importe le niveau. Parce que Ouais. mon chien, au départ, les mecs, ils me disaient, tu pourras pas courir, tu pourras rien faire et tout. Et la rééducation fait que ça arrive. Et après, je me suis mis dans l'objectif, rejouer au foot. Voilà. Et j'ai rejoué au Gol FC. Je peux te dire que c'était dur. J'avais mal, c'était horrible. Après, j'ai changé de club. Je suis parti dans un club à côté de chez moi, Limonest-Salidier, en DH. Du coup, j'avais dit, je reste avec vous un an et si je vous fais monter, on est monté en N3. J'ai continué l'année d'après, mais bon, j'avais atteint mon objectif, rejouer, plus mal au genou, faire ce que je voulais, et j'étais content. Parce que t'es Tu toujours voulais bien. sortir sur ta décision. Ouais, c'est plus que ça, c'est même pas sur mes décisions, c'est que, franchement, quand je me fais opérer tendon rotulien, j'ai galéré. J'ai perdu 15 kilos, j'ai staphylocoque doré, ils voulaient amputer, tu sais, Ah c'était ouais. compliqué, très C'était compliqué. contre Sochaux, c'est ça? Après, Avec Evian. C'était ouais, contre non, c'était contre Lille. C'était à Lille. Lille. Je À me Lille. blesse à Lille. Et tu vois, après, je rentre dans un autre système où je veux combattre la fatalité de se dire que tu pourras plus rejouer, tu pourras plus marcher. On me disait, tu pourras plus jouer au foot avec ton gamin dans le jardin. Tu vois, ça. Ouais, tu sais, et juste après Ricky va parler, quand tu dis quand tu rentres dans ça, fin des fins, tu dis que tu n'étais pas programmé pour le haut niveau pour ça, mais
tu es devenu cette machine psychologique parce qu'il n'y a aucun, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui ne sont pas athlètes de haut niveau, qui ne sont pas high achiever, si tu n'es pas programmé à un moment donné pour être le meilleur et pour dépasser et pour, voilà, comment dire, ne pas accepter cette fatalité, aller au-delà, tu peux jamais te fixer cet objectif et l'atteindre. Donc, Oui, quand tu mais n'étais pas ça fait partie de mon programmé, caractère. Je suis pas programmé pour le monde du football, mais je suis un compétiteur. Moi, je joue aux cartes, même pour le haut niveau. faut que je gagne, quoi. Faut que je gagne. Après, je suis mauvais joueur, mais ça dure pas longtemps. Tu vois, quand je perds, ça me met un peu les boules, mais c'est pas très grave. Mais quand je reviens contre la même personne qui m'a fait perdre, j'ai encore plus envie de gagner. Tu vois le système. J'ai toujours été comme ça, que je joue aux cartes, que je joue à la pétanque, que je fasse n'importe quoi. Je suis comme ça. Mais du coup, Donc forcément, dans le sport, le compétiteur en toi, il n'a pas disparu. Comment maintenant tu fais pour en fait combler ce manque? Est-ce que déjà tu arrives à le combler d'une part et comment tu vois cette compétition parce elle est pas morte en toi cette compétition. Comment tu fais maintenant que non, mais déjà, je joue encore au foot en amateur à Chaponneau, en vétéran. Voilà, et je leur ai dit, je viens, on va gagner la Coupe du Rhône. Ils n'avaient jamais gagné. Au bout de 2 ans, on a gagné. La première année, je me souviens, on perd en demi-finale, j'avais été nul. Et je m'étais énervé, tu vois, j'ai pas été bon. Et j'ai dit l'année après, je reste, et je vous dis l'année prochaine, on va gagner. Quart demi-finale, je marque, on gagne. J'ai dit, bon, voilà, j'ai rempli mon job, je peux partir. Ils m'ont dit, non, on reste, on s'amuse bien. Après, c'est un délire, tu vois. Ah ouais, toi, tu vraiment traumatisé tous les Rodaniens, toi. Tu vraiment tout gagné. Pour de vrai, en fait. Et après, voilà, je la vis différemment. Je suis peut-être moins excessif dans cette envie de toujours performer, mais ouais, je suis un ambitieux, quoi qu'il en soit. Mais dans le bon sens du terme. J'ai pas de la mauvaise ambition. Tu vois, là, je bosse à la télé, j'arrive de nulle part quand je commence à bosser. Je mets pas forcément d'objectif direct, mais plus ça va, bah, plus je dis, ouais, maintenant, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et c'est pas la même chose. Alors, la Comment sensation du sportif, tu l'auras jamais. Tu l'auras En parlant de télé, parce que moi, c'est là, j'ai laissé mes gars parler. Tout ce qui est mindset, tout ce qui est QI, ça, c'est pour eux, ça. Moi, c'est plus la reconversion, les médias, tout ça, parce que ça m'intéresse. Parce que moi, l'image que j'ai de Sydney, c'est le joueur. Moi, je te trouvais assez discret, même sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Même si tu disais, ouais, t'aimais bien sortir, t'amuser, tout ça. Mais j'avais jamais imaginé te voir en tant que consultant. Donc, comment c'était venu? Est-ce que c'était un heureux hasard? Ou est-ce que tu t'es dit, après ma carrière, je vais faire consultant? Ou on t'a proposé le job et tu kiffes? Parce que là, on te voit, tu es là, tu es présent, tu es bien ancré. En plus, tu rends bien, tout ça. On kiffe. Et en fait, comment ça t'est venu tout ça, en fait? C'est le hasard. J'avais pas du tout programmé de le faire. Je finis. Je crois qu'une de mes premières émissions, c'est quand je suis à Evian encore. Quand je me lève, je dois faire un plateau avec. C'était Bein, je crois, à l'époque, je sais pas quoi. Hmm. Et après, j'arrête ma carrière, donc je passe mes diplômes d'entraîneur. Et un jour, on me demande en 2014, c'est la Coupe du Monde au Brésil, ouais. Je sais pas pourquoi, bah, Nico Villa, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est mon gars, Nico. Nico, voilà. C'est Bah, en notre fait, gars. On le connaît tous, Nico. comme il m'avait vu plusieurs fois dans des émissions de télé, on lui dit de faire une équipe pour la Coupe du Monde. Et il fait Manu Petit, Nico Villas et moi, tous les jours, à parler des matchs de la Coupe du Monde au Brésil et tout machin. Un mois à Paris, et tu vois, je commence à prendre du plaisir à regarder les matchs parce que je regardais plus de la même manière qu'avant. Mhm. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai toujours été. Je me vends, si, je suis un joueur intelligent, quoi qu'il en soit. Tu vois, j'aime bien analyser tout ce qui se passe. Je le montre pas forcément. J'avais des rapports avec la presse qui étaient plutôt calculés, plutôt que pas toujours vrais, ou de temps en temps, il faut être dans le vrai. J'arrivais bien à matcher, tu vois, à faire ce que j'ai envie de faire, le message que je dois donner, je savais le faire. D'accord. Et quand je commence cette aventure avec Nico Villas, un mois, donc ma chaîne sport, elle avait une émission, c'est les lundis, elle parlait de Ligue 1. Mais en même temps, Canal me propose de venir chez eux en tant que pigiste. Et ça a commencé comme ça. J'ai dit oui, pourquoi pas. Un peu de late, un peu une émission, à droite à gauche. Ça se passe plutôt bien. Et après, un jour, on me dit, bah, tu vas commenter un match. J'avais jamais commenté. J'ai dit, j'ai dit, vous êtes sérieux? Je sais pas faire. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai dit, ouais, mais si ça se passe pas, comment on fait? Et je pense que c'est des cons, entre guillemets. C'est une espèce de sélection qu'ils font. Parce que si tu t'y vas, tu te déchires pour ta première, tu connais les premières. Ah Tu ouais, passes sur t'inquiète ta pas, je première, suis passé tu par là auras aussi. l'étiquette du Ouais. mec. Malheureusement, on te met pas dans les meilleures conditions. Mais c'est ta première, si tu te déchires, les gens ils vont dire, il est pas bon. Alors tu peux te déchirer. Et là, j'y vais sans savoir.
et ça se passe. Je prends pas trop de plaisir à la base quand je commente, au début. Mais maintenant, voilà, j'évolue. Ma vision du foot a évolué, ma façon de regarder un match a évolué, de l'analyser, de le commenter. Et maintenant, j'adore commenter. Mais c'est venu progressivement. Et au départ, c'est vraiment comme ça. Je sais pas, quelqu'un il a cru en moi et tant mieux. C'est bien. Donc, du coup, là, tu prends du plaisir. Et Ouais. donc, dans un futur assez proche, tu vas rester ou tu as d'autres ambitions en tant que coach ou en tant que, je sais pas, tu veux Alors, faire quelque chose? j'ai passé mon DES, j'étais jusqu'au DES. Je voulais devenir coach. On m'incite à le devenir parce que j'ai des éducateurs quand tu fais tes stages qui m'ont dit ouais, t'as la fibre et tout. Mais je mens pas, ma qualité de vie fait que j'ai pas forcément envie de me penser tous les jours à lui, si sa femme elle est machin, s'il est malade, s'il joue pas, il est fâché, si machin. Ouais, c'est clair. Tu sais, à la télé, tu commandes ton match, tu rentres chez toi, c'est fini, tu vois. Je vois mes gamins, je reviens à l'école, tout va bien, je joue avec mes potes, on fait du padel, on fait du foot. Là, quand t'es entraîneur, c'est du 100% tous les jours, quoi. Et je sais pas si je suis capable de le faire. Parce que j'ai le côté de mon caractère, c'est que si ça me saoule, je dis, allez, j'arrête, laissez-moi tranquille. Donc, D'accord. et vu que j'aime pas aller jusqu'au bout des choses, je préfère ne pas le faire. Peut-être que je le ferai jamais. Par contre, le jour où je vais vouloir le faire, je sais que je vais me donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Ouais, tu te Waouh. connais bien. Ouais. Tu te connais bien. Ah non, tu te connais, il se connaît, je pense qu'il se connaît très, 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 très bien. Bah, franchement, et on est quel jour là aujourd'hui? Ouais, on enregistre le Ouais. lundi. Vous êtes en 11 plateau ce septembre, week-end, mon cher. Ouais, c'est ça. Friandises? Vous êtes en plateau Pardon? ce week-end? Vous êtes en plateau? Ricky, t'es en plateau ce week-end? Ouais, moi, ce week-end, je suis en plateau. Moi, je suis sur Amazon, du coup, Multi-Ligue Ouais, 2. je vois. Ouais, on est en plateau. Bah, d'ailleurs, demain, on a un shooting avec Chris. Il y a Chris qui va être là, il y a Ah Jimmy oui, Briand. aujourd'hui. Ouais, donc on va faire un petit shooting ensemble demain sur Paris. Et puis après, moi, ouais, Multi-Ligue 2 cette semaine, la semaine prochaine aussi. Il y a Fred Picken aussi. Et ouais, c'est pareil, moi, c'est pareil. Ils m'ont invité une fois l'an passé. Ils m'ont fait un petit test sur la Multi-Ligue 1. Pareil, ils m'ont pas racheté là-bas. J'étais en train de faire bah, plus ou moins de naviguer tout ça, mais ça va, ça a bien donné parce que là, du coup, je suis avec eux pour la saison. Et puis, ouais, pareil, hein, j'espère que ça va le faire. En tout cas, moi, pareil, moi, je suis un fou du foot, donc ça, c'est un grand plaisir de le faire. Maintenant, on va voir comment ça va aboutir, mais ouais, là, toujours en plateau, Seb. Et désolé pour on va Voilà, dire, technique. mes petites déconnexions intempestives. ATL, ça dit quoi ce week-end? Nous, ce week-end, c'est big game. C'est le Messi game, comme ils le disent. On joue Miami à la maison. Et donc, Oh. la hype, elle est pas usurpée. Et, tu sais, on partage le stade avec les Falcons. Donc, la saison de football américain a repris. On est dans un stade de 72 000 spectateurs. Chaque place est vendue depuis un moment. Et tu vois, avec l'UEFA CFM, tu sais que je passe, que Ricky a passé l'année dernière, j'ai pu avoir Hmm. une petite immersion auprès des Business Hop. Tu vois, je parlais avec la vice-présidente Business Hop. Elle me racontait que ce match seul, c'est la billetterie pour l'année. Et nous, on est l'équipe en MLS qui a la plus grande affluence. On a 45 de moyenne. Elle disait pour le match de Messi, ils sont capables de vendre les places 2, 3, 5, 10 fois plus cher. Non, je suis dans le Tennessee. Ce week-end, je suis dans le Tennessee. Je vous en dirai plus après, plus tard, une fois que ça va se passer, que ça va bien se passer. On est sur un event. Voilà, comme on est bilingue et on va dire on s'exporte, on s'exporte. On est tous bilingues ici. Tous? Moi, je suis bilingue, attention, hein. Ah, attends, mais bilingue, ça veut pas dire qu'il y a plusieurs langues. Ah, Après, il y a plusieurs langues. Tu peux être français, tu peux parler, je sais pas non, moi. mon anglais est clair. Venez pas critiquer mon anglais. Mon anglais est clair. Mais bilingue, c'est pas forcément anglais. Je sais, Bilingue, c'est mais bon, deux langues. alors je suis trilingue alors. Quadrilingue si tu veux. Ah oui, non, mais en fait, tu veux dire que tu parles anglais. Ok. Ah, Sid, avant de faire, Sid, je voulais te poser une question. Une Yes. question vraiment rapide, en rapide. Une question, deux questions en une. Meilleur joueur à qui t'as joué, plus grand talent. Je veux juste des noms, je veux pas d'explications. Meilleur joueur, Zizou, Juni. Il y en a plusieurs, mais Zizou, c'est quand même, ouais, c'est le meilleur joueur, oui, forcément. ouais.
Meilleur talent, vous le connaissez, Hatem, il y a pas débat. Merci, merci. Il y a Moi, pas moi, débat. moi, moi, je suis content parce que tu vois, Sidney Govou, il a différencié meilleur joueur et talent. Voilà. Moi, quand Oui. j'ai fait ça sur une certaine radio, on m'a attaqué comme jamais. On m'a tué, tu Oh, vois. il Merci, ça l'a monsieur Govou. Merci, la Gauve. ça Non, l'a non, Merci. le talent, c'est Hatem. Le talent pur, c'est Hatem. Ah non, c'est Hatem. Après, moi, tu vois, moi, j'ai mis Haussmann, mais après, oui, à qui j'ai joué, Hatem, c'est Oui. indiscutable. Voilà, merci. C'est tout, C'est c'est tout. tout. C'est tout. Et J'ai il y a pas KB et il y a pas on va pas faire un KB9. C'est pas pareil. Il était moins talentueux Non, non, qu'Hatem. non, bien sûr, on est de la même génération, donc merci pour ta réponse. De Franchement, rien, merci. Non, de je rien. voulais juste des questions simples, des réponses simples, parce que les gens souvent ils compliquent et tu as joué quand même avec des gens qui, franchement, qui envoient. Donc ça fait plaisir d'entendre ça et tu as permis à Ricardo d'extérioriser sa frustration de la radio. Il a Ouais. besoin. J'ai vécu ma première sauce quand même, ma première sauce médiatique, un peu. Ah, je suis Ah, je rassuré l'ai là. vécu aussi, hein. Dans mon vestiaire, il y a un Français, il m'en a parlé. Il m'a dit: «Ouais, il a abusé un peu ton gars». Les gens ils Ah. ont dit Ricardo arrête de boire du Ricard, tout. Eh, même les mecs à la mosquée ils m'ont dit, frère, imagine, ah, mosquée, jusqu'à la mosquée, on m'a attrapé. Incroyable, les gars. Ouais, Incroyable. ok. En tout cas, monsieur Sidney Govou et Keila Gov, merci beaucoup. Franchement, De merci rien. Merci à vous, c'était cool. pour Un cette grand merci. masterclass parce qu'on aime bien parler football, on est entre nous et ça fait toujours du bien, tu vois, de pouvoir s'exprimer, tu vois, entre nous, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la réunion de famille hebdomadaire. Et les frères, bah, bon week-end à vous, hein, bonne semaine, bon week-end. Et comme disait notre illustre surveillant, je crois que tu l'as eu aussi, toi, pour entraîneur des gardiens, monsieur Franck Raviot, monsieur. Ouais. Soit si t'avais été à Clairefontaine, je pense qu'il t'aurait dit Monsieur Govou et au Coco. Monsieur Govou, Monsieur Fachi. Pas trop Monsieur Westberg, tu vois. De temps en temps, Monsieur Bassong. Basket par cas, allez hop, vous tournez, c'était BMC, on est ensemble, tourner autour du bâtiment, ça veut dire, je t'explique, on faisait des pompes et on faisait tourner autour du bâtiment. Allez hop, vous tournez, merci beaucoup, c'était BMC, on est ensemble, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Ciao. Ciao.